Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le commandant étant rempli, on va ouvrir la séance du conseil municipal de ce soir, qui est la dernière séance du conseil municipal de ce mandat. Attendez, Madame Lequin, on viendra procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Noël. Présent. Monsieur Alain Mourou. Présent. Madame Sophie Blanc-Trédé. Présente. Monsieur Patrice Dubin. Présent. Madame Lucène Martin. Présente. Madame Marie-Édith Massé. Présente. Madame Françoise Leray. Présente. Monsieur Mathieu Gentes. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Madame Yael Messi. Présente. Monsieur Laurent Jeanne. Absent. Madame Sylvie Birol. Présente. Monsieur Michel Leray. Présent. Madame Béatrice Vallet. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Jean-Michel Hédard. Présent. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Molez. Présent. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. Absente, excusez, à donner le pouvoir à Claude Javani. Madame Séverine Gauguin. Présente. Madame Élise Carpier. Présente. Madame Isaac Limec. Absente. Madame Isabelle Lemarchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Ferré. Absent, excusez, à donner le pouvoir à Madame Le Marchand. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Merci. Une volontaire pour les fonctions de secrétariat de séance. Sylvie. Madame Virol. Très bien. Merci. Bien. Entre le premier envoi du dossier du conseil de ce soir sur la partie budgétaire, le deuxième envoi une semaine la semaine suivante. Dans le deuxième envoi, il y avait quelques éléments complémentaires, y compris un envoi complémentaire hier. Et sur table, il y a également un tableau pour une correction de chiffres qui sera expliqué tout à l'heure, mais qui est sur table pour chacune et chacun d'entre nous. Le procès verbal du 8 janvier. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Je considère que le conseil municipal ce soir valide le procès verbal de la séance du 28 janvier dernier. Dans les points à l'ordre du jour, je suis amené à retirer le point numéro 2, n'ayant pas reçu avant le conseil les documents d'arpentage de géomètre. Et j'inverse également dans l'ordre le traitement du point 11 en point 10 et le traitement du point 10 en point 11. Et je propose de commencer par le point 1 concernant de l'urbanisme, les propositions de demande de modification qui seront à transmettre à la communauté de communes dans le cadre de la préparation de la révision du PLUI. Monsieur Maury. Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par délibération du Conseil communautaire en date du 15 février 2020 et modifié le 23 février 2021, le 12 octobre 2021, le 14 mars 2023 et le 9 décembre 2025. Vu la délibération de la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné en date du 10 septembre 2024, prescrivant la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal de Val-d'Ille-Aubigné, et vu l'avis de la commission d'urbanisme en date du 3 février 2026. Il
il est présenté aux membres du conseil municipal l'évolution du plan local d'urbanisme intercommunal au service du projet de territoire de Valdy-Lobigné et pour objectif d'organiser les grandes lignes du processus décisionnel pour l'élaboration et le suivi de ce PLUI de la communauté de communes de Valdy-Lobigné. Dans ce cadre, les communes proposent des modifications du cahier communal et du règlement graphique. Elles peuvent également faire remonter des dispositions réglementaires inadaptées du règlement littéral ou des orientations et d'aménagement et de programmation thématiques. Le conseil municipal formalise et valide les nouvelles demandes d'évolution du plan local d'urbanisme intercommunal. Ainsi, la commune de Melesse considère qu'il apparaît nécessaire de procéder aux différentes modifications du PLUI en cours de révision. Le premier, ça concerne les espaces boisés classés. Sur le lotissement des Jardins de Constance, en supprimant les EBC sur les parcelles déjà construites, qui n'existent plus puisque les parcelles sont construites, et par contre, en maintenant les EBC présents sur les parcelles 498, 516, 115, en conformité avec les arbres existants, et classer les vergers cadastrés AM 119, 120 en terrain cultivé à protéger. Concernant la route départementale 82, il y avait simplement une modification du graphique, puisqu'il y avait eu un léger décalage concernant, entre guillemets, le classement des vergers présents sur les parcelles cadastrées 207, 246, 247 en éléments de paysage. Concernant la ruelle des bois, il est proposé de créer des EBC sur tout le pourtour de la zone U à l'ouest de la parcelle AK126, de prendre l'intégralité et de créer des EBC sur ce pourtour de la zone U. Et sur les guimondières, il est proposé de prolonger l'espace boisé classé vers le sud, puisqu'il y avait une légère coupure, donc de pouvoir faire la jonction de cette EBC. Concernant les OAP trames vertes et bleues, concernant l'orientation numéro 4 de l'OAP trame verte et bleue, gérer les lisières urbaines, il est proposé de formuler une modification ci-après. Il était écrit « Planter une haie en lisière du nouveau quartier lorsqu'il n'y en a pas déjà ». Pour modifier, la haie bocagère devra être plantée en fond de parcelle du terrain concerné et non en lisière de la zone urbaine, puisqu'il aurait pu arriver qu'une implantation se fasse en milieu de parcelle. Concernant les emplacements réservés, sur rue de Montreuil, il est proposé une diminution de l'emplacement réservé de 85 cm sur sa partie nord-est, Zac du Feuil, tout simplement pour intégrer le fossé qui est busé et ainsi le prendre en compte. Continuité piétonne et écologique. Il est proposé sur le mètre 9 de prolonger l'emplacement réservé le long du ruisseau jusqu'à la route. La largeur du cheminement piéton sera alors de 2,50 m. Donc de faire une prolongation tout le long du ruisseau, d'avoir entre guillemets une continuité piétonne et écologique. Sur le mètre 11, création d'un nouveau cimetière. Il est proposé de procéder à l'étude de la création d'un nouvel emplacement réservé destiné à l'implantation d'un cimetière sur une partie de la parcelle cadastrée AM 530 au regard des caractéristiques et de l'état des sols des parcelles E435 et E424. Ça avait été imaginé au sud et en fait il n'y a absolument aucune profondeur ce qui a été vérifié. Donc on propose effectivement d'étudier la création d'un nouvel emplacement au nord plutôt qu'au sud. Concernant le Champ-Courtin, le principe d'un carrefour a été abandonné au profit d'un aménagement piéton-cycle le long de la RD 28. Donc l'emplacement réservé numéro 12 est modifié et sera d'une surface d'environ 279 mètres
carrés. Concernant les cheminements doux, il est proposé de maintenir l'emplacement réservé indiqué sur le document, mais également de prolonger sa superficie, de passer à 142 mètres carrés, ce qui permettra d'avoir une continuité un peu plus efficace. Ça se situe au nord de l'école, sur les terrains au nord de l'école Saint-François. Proposer de supprimer un emplacement réservé qui n'avait plus de raison d'être et qui était de 305 mètres carrés. Proposition d'emplacement réservé, cheminement doux et cycle. Proposition de mettre un emplacement réservé le long de la RD 28 et la part de la RD 28 qui va vers Cap-Malo pour envisager donc, entre guillemets, des cheminements doux et cycles. De proposer la même chose entre les grandes guimondières jusqu'à la ville Aubray. De proposer également du feuille à la claire jaudière. Donc trois pour préparer entre guillemets des déplacements doux et des cycles. Sur des changements de destination. Un changement de destination à la Tétête, dont vous avez la photo. Après avoir fait une visite avec les services, le bâtiment mérite entre guillemets d'être rénové. Donc il est demandé une modification pour permettre de réaliser une réhabilitation. C'est un soubassement en pierre et en bauge et plutôt de bonne facture. Il serait dommage que ce bâtiment-là se termine en ruine. Même chose pour la croix de paille. Sur la croix de paille, il est demandé un changement de destination du bâtiment en pierre et en bauge pour créer un logement. Là aussi, c'est un bâtiment qui le mérite, d'une bonne facture en termes d'architecture. Et également, sur le même périmètre à la Croix-Paille, autoriser un changement de destination pour l'ancienne grange et en habitation. Elle aussi mérite d'être réhabilitée. Concernant les orientations d'aménagement et de programmation, sur l'OAP 1, intitulé Îlot de la Chapelière, il est proposé d'ajouter du secteur sud-est avec les maisons existantes jusqu'en limite de l'EBC. À l'est, il y a l'EBC, et d'exclure du périmètre les parcelles cadastrées 56, 117, 118, puisqu'il y a des constructions. C'est sur la rue de Chevenier. Sur l'extrait de l'OAP2, la ZAC du Feuil, c'est simplement la demande d'intégrer, entre guillemets, un nouveau plan de composition beaucoup plus récent et de réduire l'emplacement réservé numéro 1 de la rue de Montreuil, on l'a vu précédemment, en largeur, pour permettre de prendre en compte, je le disais tout à l'heure, le fossé Buzet. Sur l'îlot de la Jeannet, plusieurs choses. Mise à jour du plan pour prendre en compte le pôle intergénérationnel Agora, il n'y figurait pas au moment de la rédaction de cette OAP. Suppression de la notion de front bâti pour éviter, entre guillemets, l'effet couloir sur cette rue de Montreuil qui sera urbanisée, permettre, entre guillemets, un recul pour reconstruire. Donc, suppression de la notion de front bâti pour éviter l'effet de rue corridor. Inscrire un gabarit de hauteur sur la rue de Montreuil R+2 plus comble plus attique et sur rue de la Jeannet, côté rue de la Jeannet, R+1 comble plus attique. Et autoriser les équipements d'intérêt collectif et des services publics. Sur l'OAP 5, îlot centre-est, il est proposé également de supprimer les façades urbaines sur les parcelles 242-246 au 27 et 31 rue de la Mézière pour permettre, entre guillemets, une éventuelle construction à l'arrière de cette maison, un terrain qui appartient à la collectivité. L'extrait de l'OAP 6 concernant l'îlot chêne droit, supprimer là également les façades urbaines structurantes, là aussi pour éviter l'effet corridor,
éviter cet effet corridor et le premier rang de construction s'implantera alors en retrait de 2 mètres minimum de la rue de Montreuil. Sur l'OAP 7 rue de Montreuil, il est proposé de supprimer l'OAP puisqu'il y a un projet et un permis qui est accordé. Sur l'extrait de l'OAP 8 Centre-Ville Nord, remplacer la dominante habitat par du renouvellement urbain autorisant les services et activités commerciales. Maintenir au sud de la dominante équipement avec la possibilité d'installation d'activités et de services. Suppression de l'orientation des fêtages et des façades urbaines structurantes. Effectivement, il y avait un sens exigé au fêtage et à l'expérience, on a vu que ça pose des problèmes s'il y avait construction. Procéder à la suppression de l'identification de classement au titre des bâtiments à préserver, de la salle des associations, ainsi que la maison cadastrée AO 143, afin de permettre, non pas sa démolition, de permettre la réalisation de travaux de rénovation en vue de l'aménagement d'un équipement public éventuel. Sur l'extrait de l'OAP 9, îlot de mairie, il est proposé d'ajouter les parcelles cadastrées AR 284, 285, 286. L'ensemble du secteur ouest sera alors en renouvellement urbain et le secteur est fera lui l'objet d'une seconde OAP. Sur l'îlot mairie, il est proposé une seconde OAP îlot mairie à dominante habitat de la parcelle AN 256 jusqu'au giratoire. Pour prendre en compte la topographie de la rue, des gabarits progressifs seront autorisés de la parcelle AN 256 jusqu'au giratoire. De la parcelle AN 256 jusqu'à l'impasse de la chapelle Saint-Nicolas, R+2 plus comble gotique. De l'impasse de la chapelle Saint-Nicolas à la rue des Guimondières, R+2. Et de la rue des Guimondières au giratoire, R+1 pour plus comble ou attique. Le premier rang de construction, quoi qu'il arrive, s'implantera en retrait de 2 mètres minimum de la rue de Rennes. Concernant les jardins de Constance, il y a toute une zone qui était en zone urbaine. On demande la modification et de classer ces parcelles en zonage naturel protégé. Sur les batoliots, agrandir la zone UG. Zone UG, c'est la possibilité de réaliser équipement public ou équipement d'intérêt collectif. Agrandir la zone UG sur la totalité de la parcelle 202 et 303 et permettant ainsi éventuellement l'hébergement permanent de personnes des structures qui peuvent accueillir entre guillemets des personnes. Modification du zonage de la parcelle E 2260 à la métairie. Par délibération du 14 octobre 2015, le conseil municipal a approuvé l'acquisition de la parcelle E 2260, ex 2169, d'une superficie de 272 m². L'objectif étant de créer un accès à la parcelle E 1563, destinée à accueillir à terme une zone d'activité. Métairie, partie ouest de la métairie. La parcelle E 2260, initialement classée en zonage 1 à UA2 au PLU, a été classée en zonage A au PLUI approuvé le 25 février 2020. Il est proposé de revenir au zonage initial 1 à UA2, autorisant la création d'un accès, cet accès étant noté dans l'OAP 13. Par ailleurs, ce zonage est cohérent avec celui voisinant la parcelle E 1563. Donc pour ces 272 m², revenir au zonage initial. Sur zonage UG, les écoles, ajouter l'hébergement permanent des personnes. Il y a une zone UG et une zone UD1. La zone UD1 étant une zone considérant les développements périphériques de centre-ville ou les axes urbains, autorisant donc du renouvellement urbain. Sur le zonage 2AUO, les Guimondières, création à la demande de la Chambre d'agriculture qui est intervenue dans le cadre de l'enquête publique sur la révision de modification du PLUI, création d'un STECAL englobant les différents équipements publics, c'est-à-dire déchetterie, station d'épuration. Également, aménagement de 4 terrains familiaux
étudier le zonage adéquat pour l'implantation de 4 terrains familiaux locatifs sur la partie nord-est de la parcelle communale AE 436 pour une surface d'environ 2000 m². C'est un dossier qui avait été présenté au dernier conseil. Extension urbaine sur le champ Courtin, classer la zone 2 AUG des champs Collioure en 1 AUG pour permettre la réalisation de futurs nouveaux équipements publics, et extension urbaine en 1 AUG sur la parcelle A1114 d'une superficie de 17 615 m² pour y réaliser des équipements sportifs. Et enfin, sur le zonage, zone d'activité de Millet, proposer, entre guillemets, l'adaptation de ce zonage permettant l'activité présente sur cette zone relevant de la sous-destination industrie. Et enfin, il est proposé d'instituer un périmètre de centralité secondaire destiné à accueillir des commerces et des services de proximité à réaliser dans le cadre de la deuxième phase de la ZAC du Feuil et de ses phases ultérieures. Voilà, monsieur. Merci, monsieur Henry. Avez-vous des remarques ou des questionnements? Peut-être préciser que il est demandé aux équipes municipales en place, il est demandé par la communauté de communes, aux équipes municipales en place sur les 19 communes, de faire, dans le cadre des travaux de la révision du PLUI, de faire part de leurs souhaits en termes de modification sur du PLUI, comme Mme Maury l'a présenté, et que les futures équipes municipales pourront reprendre ce dossier-là après leur installation et même jusqu'à l'automne 2026 pour venir compléter ou amender ou corriger les propositions faites par les conseils municipaux du mandat qui se termine. J'ai été assez clair? Merci. Et si il a été demandé par la communauté de communes de faire ce premier travail avant l'échéance des élections toutes proches maintenant, c'est pour permettre que le travail préparatoire à la révision du PLUI ne s'arrête pas, mais puisse se poursuivre le temps des élections d'une part, mais de l'installation des nouvelles équipes et de la prise de connaissance de ce dossier. Précision que je tenais à vous apporter. Monsieur Molez. Merci. J'avais une question là sur le premier point, une discussion qu'on a déjà eue en commission sur les EBC. On crée des nouveaux EBC, on en supprime, c'est-à-dire qu'on en supprime parce que la partie boisée n'existe plus. Non, c'est purement graphique, c'est suppression graphique. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à protéger l'existant. Non, ils étaient effectivement. Elle n'était pas là. C'était une erreur. C'était une erreur C'était une erreur graphique, oui. On modifie. Par contre, on demande que soient maintenus ces trois arbres de mémoire, qui eux sont bien réels, et donc on souhaite que ce soit bien identifié comme des OBC. Comme toute la partie en bas du lotissement des Jardins de Constance, toute cette zone-là, on a souhaité voir classée, qu'on demande d'être classée en zone naturelle protégée. Merci. D'autres remarques? Bien, donc je propose au Conseil de valider les demandes de modification énoncées, de demander à la communauté de communes du Valier-le-Midi d'étudier ces demandes de modification et de m'autoriser, moi, en vous représentant, à signer tout document se rapportant à cette délibération. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Souhaite s'abstenir? Quel pouvoir. Merci. Le point 2 donc n'existe plus pour le conseil de ce soir. On passe au point suivant qui porte sur proposition d'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle d'action foncière avec l'EPF Bretagne. Monsieur Maury. Vu la délibération de délégation du conseil d'administration de l'EPF Bretagne
en date du 25 novembre 2025, vu la convention opérationnelle d'action foncière du 13 novembre 2018, vu le projet d'avenant numéro 1 annexé à la présente délibération et vu l'avis de la commission urbanisme en date du 3 février 2026. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que la commune a signé une convention opérationnelle d'action foncière avec l'EPF Bretagne le 13 novembre 2018 pour le portage foncier des parcelles cadastrées à N43, à N45, à N46 rue de Saint-Germain. Celle-ci définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les modalités d'acquisition de biens et de réalisation des études et ou travaux, le taux d'actualisation et le prix de revente. L'EPF a déjà préempté et est devenu propriétaire de la parcelle AN43. Le travail sur le projet amène à revoir le périmètre d'acquisition. L'avenant numéro 1 va donc permettre de revoir le périmètre à la convention à la baisse en supprimant la parcelle AN46 qui ne sera pas acquise ni par la collectivité ni par l'EPF. Le projet d'avenant numéro 1 modifiera aussi la durée de portage des biens par l'EPF Bretagne et le montant de l'engagement financier. Il est donc proposé d'approuver l'avenant numéro 1 soumis par l'EPF qui ne modifie pas ni les engagements de la commune quant aux critères de l'EPF Bretagne, à savoir privilégier les opérations de restructuration, viser la performance énergétique des bâtiments, respecter le cadre environnemental et y limiter au maximum la consommation d'espace. Le projet d'avenant numéro 1 joint à la présente délibération modifie les articles suivants: le périmètre opérationnel tel que présenté, la durée de la convention avenant réalisation et l'engagement financier de la convention initiale. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver ce projet d'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle du 13 novembre 2018 à passer entre la commune de Melesse et l'EPF Bretagne et annexé à la présente délibération, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant ainsi que toute pièce ou document nécessaire à son exécution, et d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Nombre de précision. Je soumets donc à votre validation, tel que monsieur Maury vient de présenter ce projet de délibération, qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir, en vous remerciant. Une abstention. Pardon. Une abstention. En vous remerciant. Délibération suivante. Avenant numéro 2 au bail rural avec le GAEC du Chêne Harel. Monsieur Maury. Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code rural et de la pêche maritime, vu le bail rural portant sur les parcelles situées au lieu-dit les Guimondières pour une superficie globale de 159 331 m², signé le 29 mars 2001 entre le GAEC du Chêne-Harel et la commune de Melesse pour une durée de 9 ans et renouvelé tacitement depuis. Vu la délibération du conseil municipal 2012, en date du 23 novembre 2012, réduisant la surface exploitée de 2910 m², ce qui ramène la surface totale exploitable à 156 421 m². Vu la délibération du conseil municipal en 2024, en date du 18 septembre, réduisant la surface exploitée de 2366 m² pour réaliser l'extension de la station d'épuration des eaux usées, ce qui ramène la surface totale exploitable à 154 055. Vu l'avis de la commission urbanisme en date du 3 février 2026, et considérant qu'il est nécessaire de modifier à nouveau le bail rural pour réaliser une extension de la déchetterie, différents équipements publics ainsi que des mesures compensatoires suite à la réalisation du rond-point des Olivettes sur les parcelles 1783, 1426 et 436. Considérant qu'il y a lieu de rédiger un avenant numéro 2 au bail rural pour permettre à jour l'emprise foncière mise à disposition du GAEC du Chêne-Harel, le conseil municipal est informé que le bail rural portera désormais sur les parcelles suivantes
pour un total exploité de 135 901 mètres carrés. La nouvelle désignation des biens loués est indiquée pour chaque parcelle. Dans ce cadre, s'agissant des baux à fermage, il est prévu le versement d'une indemnité d'éviction aux exploitations agricoles afin de compenser les pertes d'exploitation. C'est la règle à chaque fois qu'on se porte acquéreur d'un terrain agricole. Cette indemnité, elle, se compose en deux parties. Indemnité pour perte d'exploitation et indemnité de fumure et d'arrière-fumure. L'indemnité pour perte d'exploitation est estimée à 11 044,89 au lieu de 11 191,94 et l'indemnité de fumure et d'arrière-fumure est estimée à 430,25 €, soit une indemnité d'éviction totale de 11 475,14. Pourquoi cette différence entre la délibération et cette modification-là? C'est tout simplement au moment où la règle nous impose d'adresser tous les documents aux élus en vue du Conseil. Nous n'avions pas reçu le retour et le calcul de la Chambre d'agriculture. Il y a souvent deux modes de calcul. C'est le SERGIF qui est, entre guillemets, le comptable d'un certain nombre d'exploitations agricoles, ou la Chambre d'agriculture. Nous avons retenu à chaque fois le mode de calcul de la Chambre d'agriculture. Donc cette indemnité, c'était mis dans la délibération, est en cours de vérification par la Chambre d'agriculture. On vient de vous confirmer le nouveau montant. L'avenant numéro 2 prendra effet au 9 mars 2026. Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal. Il est proposé 3 mars 2026, au lieu du 9 mars 2026, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'indemnité d'éviction au GAEC du Chêne-Arelle pour un montant de 11 475,14 €, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à verser la dite indemnité au GAEC du Chêne-Arelle, ainsi que tout document nécessaire, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette délibération. Merci. Nombre de précision. Je soumets à votre validation cette délibération qui vient d'être présentée par M. Maury, qui ne prend pas part au vote, qui est opposé à celle-ci, qui souhaite s'abstenir. En vous remerciant. Le point suivant porte sur la ZAC du Feuil. Dénomination des rues des tranches 1 et 2. Monsieur Maury. Alors, vu la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2015, approuvant le bilan de concertation de la ZAC du Feuil, vu la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2015, approuvant le dossier de création de la ZAC du Feuil, et vu la délibération en date du 18 avril 2018, confiant l'aménagement de la ZAC du Feuil à un aménageur par le biais d'un contrat de concession à risque relevant des dispositions des articles 300-1, 300-4 et 300-4 et suivant du Code de l'urbanisme. Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2019, approuvant le choix de la SAS CMCIC Aménagement Foncier en tant que concessionnaire et autorisant monsieur le maire à signer la concession d'aménagement, le 28 janvier 2020, le traité de concession a été signé avec Crédit Mutuel Aménagement Foncier. Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2023, approuvant le dossier de réalisation de la ZAC du Feuil, et vu l'avis de la commission d'urbanisme en date du 3 février 2026, considérant qu'il convient, pour faciliter le repérage pour les services de secours, les services de la poste et aux services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS et d'identifier clairement les adresses des immeubles. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques et de procéder à leur numérotation, il est proposé aux membres du conseil municipal les dénominations suivantes. Concernant la première tranche, c'est le mail de la prairie, la rue du Berruchot, qui est un roitelet, la rue du Rusé, le ruisseau, c'est Rusé ou Rouzet?
Ruzet, Bissot. Sur la deuxième tranche, toujours le même mail de l'après, la rue des Bouletiers, c'est Boulot, rue de la Guernette, Grenouille, ça je savais, rue des Mésilles, ce sont les Mésanges, et sur la troisième tranche et la quatrième tranche, maintenir évidemment la continuité du mail de l'après. Merci. Donc la proposition de dénomination en galop. On va signer au territoire. Y a-t-il des demandes de complément? Je soumets à votre validation en vous proposant de valider les dénominations des voies entre 1 et 2 de la ZAC du Feuil telles que M. Morillet nous les présentait. De bien vouloir charger le maire à procéder à la numérotation des immeubles de ces voies, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant, dénomination de la voie lotissement Pré-Garnier. Vu l'avis de la commission urbanisme en date du 3 février 2026, considérant qu'il convient pour faciliter le repérage pour les services de secours, les services de la poste et autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles. Considérant le permis d'aménager portant sur l'aménagement d'un lotissement de 7 lots à bâtir dénommé Pré-Garnier, autorisé le 5 mai 2025, créant de fait une voie de desserte des lots, considérant qu'il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques et de procéder à leur numérotation. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal la dénomination de la voie suivante, rue Le Clos Le Bray. Le Bray, L-E, plus loin B-R-A-Y. De l'ancien nom de la parcelle. Je soumets à votre validation en vous proposant de valider cette dénomination et de proposer le maire à procéder à la numérotation des immeubles de cette voie, ainsi qu'à moi-même ou mon représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Dénomination de voie également sur la zone d'activité, des Olivets 2, au nord. M. Maury. Donc, vu l'avis de la commission urbanisme, toujours en date du 3 février 2026, considérant qu'il convient pour faciliter également le repérage, services de secours et autres services publics ou commerciaux et localisation GPS, et d'identifier clairement les adresses des immeubles, considérant le permis d'aménager portant sur l'extension de la zone artisanale Les Olivettes, dénommée ZA Olivette 2, autorisée le 3 juin 2025, créant de fait une voie de desserte des lots, considérant là aussi qu'il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques et de procéder à leur numérotation. Il est proposé aux membres du conseil municipal la dénomination de la voie suivante, rue Lucie Randouin. Lucie Randouin était une biologiste et hygiéniste française. C'était la deuxième femme agrégée de sciences naturelles. Elle est la deuxième femme à avoir enseigné à la faculté des sciences de Paris, la Sorbonne, et la première femme biologiste à l'Académie de médecine après Marie Curie. Merci. Je propose aux membres du conseil municipal de valider cette dénomination, d'autoriser la numérotation, de décision et de signature de documents en application de cette délibération. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Nous allons maintenant commencer à traiter l'examen des points inscrits à l'ordre du jour dans le domaine des finances. Et je vais passer la parole à Patrice Dumas concernant le premier point de finance de ce soir, la régularisation de l'actif du budget assainissement collectif. Alors, on va essayer de mettre en place la présentation diaporama.
avant que je me démarre, si ça vient, mais sinon je le ferai en direct. C'est super. Bon, je vais commencer par donner l'ordre du jour. Donc, on va commencer par un petit préambule sur les problèmes que connaît à l'heure actuelle les trésoreries de France. Et donc avec une panne généralisée du système de comptabilité et qui nous a obligés à modifier ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire de voter les comptes financiers uniques. Donc, je parlerai de ça d'abord. Ensuite, un petit point sur la régularisation de l'actif du budget d'assainissement collectif suite à une erreur matérielle de la trésorerie. Le point qui suit, donc, c'est le transfert de compétences assainissement, la dissolution de notre budget annexe assainissement et le transfert des excédents et de l'actif vers la communauté de communes. Le point 10, donc on adoptera le budget primitif 2026. Avant, on va fixer les taux d'impôt direct, puisque le point 11 est passé devant le point 10. Et donc, on va fixer les taux d'impôt direct 2026 avant de passer en revue le budget principal 2026. Ensuite, on abordera les autorisations de programme et les crédits de paiement qu'on a chaque année à cette période. Et puis, le mode de refacturation des charges de personnel du budget principal au budget du CCRS pour l'année 2026. Donc, le premier point, je l'ai un peu déjà ouvert dans mon préambule, c'est-à-dire qu'on aurait dû voter nos premiers comptes financiers uniques qui viennent en remplacement de la vérification des comptes administratifs et des comptes de gestion qu'on avait précédemment. Et donc, effectivement, l'ensemble des trésoriers de France ont eu une grosse panne informatique qui a fait qu'ils n'ont pas pu valider les documents qu'on leur avait envoyés au mois de janvier, puisqu'on voulait être prêts à temps. Donc ces comptes financiers uniques ne peuvent pas être validés avant l'adoption du budget principal et donc on ne peut pas voter non plus celui du budget annexe des énergies renouvelables. Ils seront inscrits, donc on peut les voter jusqu'au 30 juin, donc ils seront inscrits lors d'une prochaine séance de conseil municipal avec une autre municipalité. Donc les résultats de 2025, comme on ne les a pas validés, ne sont pas repris dans le projet du budget principal 2026, à l'exception des résultats du budget annexe de l'assainissement collectif, puisque vous vous souvenez qu'on l'a voté en janvier pour pouvoir être en avance et transférer notre budget à la communauté de communes sans problème. Donc voilà, donc c'est le premier préambule. On aurait dû pour la première fois voter des comptes financiers uniques et pour la première fois, ils seront votés plus tard. Le deuxième point est consécutif à une petite erreur matérielle de la trésorerie dans l'actif du budget assainissement collectif. C'est une erreur d'amortissement, ça ne modifie pas le total de ce qu'on va transférer, mais il y a une partie qui était comptée en investissement qui passe en exploitation, donc c'est juste une régularisation de ça, et pour qu'on puisse régulariser, comme notre budget assainissement collectif est clos et qu'on on l'a transféré, il n'y a que le comptable qui peut modifier de son côté ses comptes, et pour qu'il puisse le faire, il faut qu'on lui donne l'autorisation, et donc c'est ce qu'on vous demande pour ce vote. Donc, autorisation donnée au trésorier principal de régulariser l'actif du budget assainissement collectif pour corriger l'erreur matérielle. Et donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le comptable de service gestion comptable à enregistrer les écritures de régularisation sur le budget de l'assainissement collectif et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document utile à l'exécution de cette délibération. Merci. Une précision. Je soumets votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. On poursuit.
Donc le troisième point, c'est le transfert de la compétence assainissement et la dissolution du budget annexe assainissement, et le transfert des excédents et de l'actif de ce budget. Et donc j'ai mis cette petite diapositive pour qu'on repère bien dans le tableau que je représenterai tout à l'heure, avec les chiffres qui apparaîtront pour les autres lignes, de bien voir que le transfert de l'excédent d'investissement de l'assainissement va apparaître en dépenses d'investissement, et l'excédent de fonctionnement de l'assainissement 2025 qui arrive en recette dans le budget. Donc ça s'équilibre du point de vue de l'investissement, ça s'équilibre également du point de vue du fonctionnement, puisque d'un côté on reçoit le transfert et de l'autre on le renvoie à la communauté de communes. Et donc pour la lecture, ça va modifier les montants par rapport aux montants avant, parce qu'on va avoir cet impact de l'assainissement, mais bon, voilà, une fois qu'on l'a compris, c'est juste des choses qui sont inscrites à la fois en dépenses et en recettes et qui n'ont pas les effets dès qu'ils sont. Donc là, par contre, il y a pas mal de textes à lire, donc je vais le faire. Donc je vous informe qu'il est proposé aux membres du conseil municipal d'acter la dissolution du budget annexe assainissement collectif à la date du 31 décembre 2025, d'approuver l'intégration des soldes de son compte financier unique au budget principal, compte financier unique qu'on a déjà voté, d'autoriser le comptable public à procéder à l'intégration des comptes de ce budget annexe dans le budget principal, d'arrêter le principe du transfert intégral des résultats de clôture du budget annexe assainissement collectif constaté au 31 décembre 2025 au budget annexe assainissement de la communauté de communes du Val-d'Île-Aubigné, de préciser que le transfert de l'excédent de fonctionnement s'effectuera par un versement en une seule fois selon le schéma comptable suivant: dépenses d'un montant de 284 068,25 sur le budget principal au compte 65 888. De préciser que le transfert de l'excédent d'investissement s'effectuera par un versement en une seule fois selon le schéma comptable suivant: dépenses d'un montant de 494 329,83 € sur le budget principal au compte 1068, c'est ce qu'on vient de voir dans le tableau précédent. De dire que les biens et équipements constitutifs de l'actif du budget annexe seront transférés sur le budget principal 2026, puis seront mis à la disposition de la communauté de communes du Val-d'Île-Aubigné, et que ce transfert sera constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune et la communauté de communes. D'approuver le transfert de l'emprunt souscrit pour réaliser les travaux d'extension de la station d'épuration à la communauté de communes du Val-d'Île-Aubigné, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à notifier cette décision au président de la communauté de communes du Val-d'Île-Aubigné, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la décision. Merci. Je peux mettre à votre validation, un peu technique. Donc j'invite les membres du conseil à valider ce que M. Dumas vient de nous présenter. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant porte donc sur la fixation des taux d'impôt direct 2026. Je vais vous faire un tableau. Bien. Comme annoncé dans le débat d'orientation budgétaire et dans le rapport d'orientation budgétaire, le choix qui est proposé pour 2025 est de ne pas modifier les taux par rapport à l'année 2025. Donc les taux proposés sont de 43,38% sur la taxe foncier bâti, de 66,41% sur la taxe foncier non bâti et de 20,73% sur la taxe d'habitation. Ce qui nous donne une estimation de recettes de 4,45 millions d'euros en tenant compte d'une augmentation de 0,8% des bases et de 0,7% de l'assiette. Et donc les montants qui sont figurés dans le budget, pour le taxe foncier non bâti à 3 945 000 € attendu, taxe foncier non bâti 157 500 €, taxe d'habitation 42 400 € et le coefficient correcteur correspond à une réhausse de 310 000 € de non-recettes. Merci. Je soumets votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? M. Marvaux. Qui souhaite s'abstenir? Nous vous remercions.
Et donc maintenant, la présentation en vue d'adoption du budget principal 2026. Voilà, donc juste, comme il y a du monde, et c'est intéressant d'aborder les points importants. Un budget, on vote ça chaque année, donc, et ça respecte un certain nombre de principes que je voulais rappeler maintenant. Respecte le principe d'annualité, on vote un budget chaque année et il va du 1er janvier au 31 décembre, et l'année suivante, on en vote un suivant, etc., etc. L'équilibre, les budgets sont votés en équilibre, avec une évaluation sincère des dépenses. Les principes budgétaires souffrent de quelques exceptions, on en verra une tout à l'heure, et notamment l'équilibre. On peut ne pas voter en équilibre si on a une évaluation sincère des dépenses, à condition que ce soit excédentaire et non pas déficitaire. L'unité, on va voter une seule fois pour tout le budget, donc tout est dans un seul document, à l'exception des budgets annexes, mais pour le coup, on n'en a plus. L'universalité, on présente de façon séparée les recettes et les dépenses sans affecter les recettes aux dépenses. Par exemple, si on a des remboursements de quelque chose, on ne va pas les déduire de la recette qu'on touche, de ce qu'on de charge, on va bien séparer les deux, les compter séparément dans les deux cases, dépenses et recettes. Et la spécialité nous impose d'avoir une affectation très détaillée des dépenses en chapitres et articles avec un détail très précis. On ne peut pas dire pour l'enfance jeunesse, je devais mettre tant, et puis voilà. Il faut qu'on précise, qu'on donne et donc le budget qui est présenté contient tous ces détails, et donc tout ça, ça a été remis sous forme dans le dossier du Conseil avec la maquette nord habituelle. Un petit rappel des orientations budgétaires, donc juste pour dire que on avait observé une stabilisation de la situation financière de la commune avec un redressement de l'autofinancement, un niveau d'épargne brute à 1,5 million d'euros, et qu'on s'était engagé à réaliser un budget neutre, sans changement de cap par rapport aux orientations passées, sans projet nouveau ni augmentation des taux d'imposition. On vient de parler des taux, c'est quoi. Donc en maintenant une rigueur sur les dépenses de fonctionnement, on a compté une progression mesurée des recettes de fonctionnement en lien avec la population qui augmente, la poursuite des projets engagés en investissement, la réalisation du schéma directeur immobilier énergétique qui était prévu déjà et qui reste à réaliser de l'année antérieure. Et donc le financement des investissements sans recours à l'emprunt, ça ne sera pas compliqué pour l'année 2026 puisqu'il n'y a pas énormément d'investissements de proposer. Le budget donc, se présente dans ces différentes sections. En fonctionnement, tout d'abord les charges. On propose de voter un budget équivalent concernant les charges à caractère général par rapport au budget précédent à 1,672 millions d'euros. Les charges de personnel ont une très très légère augmentation à 4,647 millions d'euros. L'augmentation ne couvre même pas l'augmentation qu'ont suivi des cotisations de la caisse de retraite. Donc ça veut dire qu'on est vraiment resté dans la même lignée de ce qu'on avait sur le budget précédent. En ce qui concerne les autres charges à caractère général, subventions, indemnités, contributions, 1,051 million d'euros. Alors là, ça fait une augmentation importante par rapport au budget antérieur, mais pourquoi il y a une augmentation importante? C'est parce qu'il y a le transfert de l'assainissement qui rentre dans cette colonne-là, et donc il va faire augmenter de 284 000 euros les dépenses en fonctionnement. Et puis on a également une recette liée à la petite enfance qu'on a touchée, alors qu'on n'a pas la compétence petite enfance, c'est la communauté de communes qui l'a, et donc on verse naturellement ces 28 000 euros à la communauté de communes. Les écritures d'ordre, les dotations d'amortissement à 365 000 euros, et la charge financière de la dette à 228 000 euros. Donc au total, le bilan des dépenses de fonctionnement s'établit de la façon suivante. Les dépenses réelles à 7,372 millions d'euros, les dépenses d'ordre à 0,203 millions d'euros, et un total de dépenses de fonctionnement à 7,575 millions d'euros. Et donc ce qui nous permet d'avoir un virement prévisionnel de 679 700 euros, alors qu'on avait inscrit en 2024
en 2025 que 43 000 euros. Donc ça montre qu'effectivement on a eu un redressement assez net de notre autofinancement. Les recettes de fonctionnement, elles s'établissent à 8,292 millions d'euros avec des recettes fiscales à 5,2 millions d'euros, dont les impôts directs à 4,45 millions d'euros. Les autres taxes, c'est la taxe sur la publicité, la taxe d'électricité, enfin diverses taxes qui représentent à peu près 800 000 euros. Les dotations d'État, donc en très légère augmentation par rapport au budget précédent. On a supposé ces augmentations puisqu'en fait on n'a pas été notifié des dotations, la loi de finances ayant été votée extrêmement tard et tout le reste s'ensuit. Donc on connaîtra la réalité des dotations un peu plus tard. Les produits des services en augmentation par rapport au budget prévisionnel de 2025, mais tenant compte de l'évolution qu'on a eue en 2025 et notamment qu'on a augmenté significativement. Donc en gros, on a pris à peu près la même valeur que ce qu'on a constaté en 2025. Les diverses autres recettes de fonctionnement de 270 000 euros. Et voilà, donc les immeubles, les accumulations de charges et les charges exceptionnelles ne pas trop cette année. En investissement, donc on va inscrire séparément ce qu'on appelle les restes à réaliser, c'est-à-dire les opérations qui ont commencé sur l'année précédente et qui ne sont pas ou terminées ou alors qu'on n'a pas reçu la facture. Ça peut être aussi des choses qui sont terminées mais dont la facturation a pris du retard. Donc on a notre schéma directeur immobilier que j'évoquais tout à l'heure, le SUR qui lui je crois est terminé, du chauffage à la salle polyvalente, c'est une dernière facture qui reste. Le solde de l'école élémentaire, c'est des petits travaux qui restaient à financer. Les locaux périscolaires, le solde à 8 000 euros. Le programme de voirie 2025 à 188 000 euros, il a été fait très très partiellement. Et il reste encore une bonne partie à faire. On attendait qu'il arrête de pleuvoir, j'ai l'impression que c'est le cas. Le budget participatif 2025 à 25 000 euros et des mesures compensatoires de la station d'épuration réparatrice, c'est principalement les études qui avaient été lancées à 45 000 euros. Les principales nouvelles dépenses d'investissement, donc c'est des dépenses qui étaient programmées déjà depuis de longue date, donc des travaux de mise en conformité de sécurité donc, avaient été étudiés et qui sont lancés sur différents bâtiments de la commune, en particulier la salle polyvalente, les travaux du lavoir, les locaux périscolaires, donc il reste une tranche de travaux finançable à 80%, donc on va en profiter pour pouvoir bénéficier au maximum de cette subvention. Le solde des travaux de l'école élémentaire, alors c'est pas le même que celui qu'on a vu tout à l'heure, puisque là il s'agit des travaux liés au contentieux à l'heure actuelle sur la cour de l'école, et donc il y a des travaux qui figuraient dans les autorisations de programme et qu'on a ramenés dans le budget général. Parce qu'on n'allait pas se traîner ça dans les autorisations de programme, sachant que ça peut éventuellement prendre un peu de temps à démêler les problèmes. Des travaux sur les vestiaires et le clubhouse de rugby auquel on s'était engagé à hauteur de 100 000 euros, avec une subvention adossée de 50% si je m'abuse. Le local jaune à aménager, donc on a réinscrit, il était inscrit déjà l'an dernier, on l'a réinscrit puisque ça n'a pas été entamé. La cuisine centrale avec principalement des acquisitions et des études. À ce stade, du programme de voirie et les mesures compensatoires de la station d'épuration et les mesures réparatrices à 448 000 euros. Donc tout ça nous fait un total de 1,787 millions d'euros. Au total, l'ensemble des dépenses d'investissement vient s'ajouter le remboursement en capital de nos emprunts, 674 000 euros. Les dépenses d'équipement et les études, donc on vient de voir avec les restes à réaliser et les nouvelles dépenses à 2,230 millions d'euros, 2230 kg-euros. Les subventions d'équipement, donc il restait un petit dépense à verser au SDE qui fait ses factures avec 3 ou 4 ans de retard à 46 000 euros, donc ça nous fait un total de dépenses réelles de 3,4 millions d'euros. À ça vient s'ajouter le transfert du solde de l'assainissement à 480
qu'on va renvoyer à la communauté de communes de 494 000 euros et des opérations d'ordre de 84 000 euros pour un total de... Alors le transfert d'assainissement il doit être compris dans le chiffre précédent, c'est pour ça que le total est à 3,483 millions d'euros. Les recettes d'investissement, donc là on a 3,391 millions d'euros, donc avec des subventions qui nous restent à toucher. Le virement de la section de fonctionnement de l'année, le reversement de la TVA, 440 000 euros, l'excédent de fonctionnement capitalisé de l'année précédente et le solde d'exécution de la section, 1,11 millions d'euros. Et donc ici aussi, on va avoir l'excédent d'assainissement qui va modifier le total. Et donc un total de recettes d'investissement à 4,250 millions d'euros. Donc là maintenant on a le tableau qui apparaît avec l'ensemble des chiffres qu'on vient de voir ensemble. Donc en dépenses, en section d'investissement, 3,483 500 euros, en recettes 4 295 000 euros. Et là vous voyez, tiens, c'est pas équilibré en dépenses et en recettes. Effectivement, on a plus de recettes que de dépenses, mais on le sait et on s'est autorisé dans ce cas de figure d'avoir un budget déséquilibré dans la mesure où il est équilibré à l'excès et non en déficit. Et donc il montre un solde de 800 000 euros qui est important. Des dépenses de fonctionnement et des recettes là pour le coup qui sont équilibrées, on est à 8 620 000 euros. Et donc avec toujours notre petit artifice pour le transfert de l'assainissement qui apparaît dans les deux tableaux. Et donc là on va passer à la partie du vote. Donc le vote se fait au chapitre en section de fonctionnement et aux opérations en investissement. Donc on va présenter l'ensemble, mais comme le budget il est universel, on va en voter qu'un à la fin. Donc des dépenses de fonctionnement, donc le chapitre 011, charges à caractère général, 1 672 000 euros. Les charges de personnel, 4 647 000 euros. Les atténuations de produits, 1 900 euros. Autres charges de la gestion courante, donc c'est les subventions, indemnités, choses comme ça, 1 051 300 euros. Charges financières, 200 000 euros. Charges exceptionnelles, 1 000 euros. Dotations, amortissements et provisions, 2 100 euros. Le virement à la section d'investissement de 672 19 700 euros et des opérations d'ordre à hauteur de 365 000 euros pour un total de 8 620 000 euros. En recettes, chapitre 13, des atténuations de charges à 120 000 euros, le produit des services 945 000 euros, impôts et taxes 292 000 euros, les recettes de fiscalité locale à 5 052 908 euros, les dotations, subventions, participation, donc les recettes de dotation 1 733 000 euros, les autres produits de gestion courante 148 700 euros, les produits financiers 43,75 euros, produits exceptionnels 280 euros, les opérations d'ordre d'investissement à 44 000 euros, le résultat de fonctionnement reporté de l'année 2024 à 8 620 000 euros. Pour les opérations d'investissement, merci Marie. On dépense donc les opérations non affectées, donc les études et celles qui ne sont pas associées à une opération particulière, 392 300 euros. Pour la mairie, les ateliers municipaux, 18 500 euros. La salle polyvalente, 74 600 euros. Restaurant scolaire, 10 000 euros. École maternelle, 3 000. École élémentaire, 39 000 euros. Le stade d'installation sportive, 128 000 euros. Local jeune, 60 000 euros. Centre accueil de loisirs, 5 000. Bibliothèque, médiathèque, 7 000 euros. Budget participatif, 24 900 euros. Le nouveau groupe scolaire à 21 500 euros. La cuisine centrale, 617 000 euros. Voirie réseau d'hiver à 403 370. Et l'aménagement du Quincampoix à 448 000 euros. Donc c'est l'ensemble des choses qu'on a pu voir décrites précédemment. Et en recette, donc, on va voir en investissement le solde d'exécution de la section d'investissement
l'année précédente 1 114 249,84 €. Le virement de la section de fonctionnement 679 700 €. Le FCTVA, la taxe d'aménagement pour 440 000 €. L'excédent de fonctionnement capitalisé 1 153 452,42 €. Les subventions d'investissement 502 597,74 €. Opérations de transfert entre sections, donc amortissement 365 000 €. Et les opérations patrimoniales à hauteur de 40 000 €. Tout ça pour arriver donc à la présentation du tableau global que je vous présente maintenant. Donc qu'on a examiné dans le détail en commission finance le 10 février 2026. Et à l'occasion duquel on a pu passer en revue d'ailleurs des éléments que vous avez dans le dossier de conseil sur les CFU prévisionnels. Donc on a vu tout ça le 10 février 2026. Et donc en section de fonctionnement, on dépense 8 620 000 € en recettes, la même somme. Et en section d'investissement, des recettes à hauteur de 4 295 000 € et des dépenses à hauteur de 3 483 500 €, donc pour un total en recettes de 12 915 000 € et en dépenses de 12 103 500 €. Je précise aussi qu'il sera nécessaire, lorsqu'on va adopter les comptes financiers uniques, de voter un budget supplémentaire pour l'intégration des résultats de l'année antérieure. Et donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter le budget primitif 2026 tel que résumé ci-dessus, en le votant par chapitre pour la section de fonctionnement et par opération pour le budget d'investissement. Avez-vous des questions? Merci. Je soumets donc à votre validation et vous propose donc de voter ce budget 2026 globalement tel que M. Dumas nous l'a présenté et en travaillant bien, en faisant en sorte que le vote se fait par chapitre pour la section de fonctionnement. Ils ont été présentés et par opération pour la partie investissement et ceci a également été présenté. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc nous l'adoptons à la majorité. Merci. Merci pour tout le travail qui a été fait. Oui. Qui est un travail conséquent. Et donc merci à la fois à Patrice, aux élus qui se sont appliqués et également aux services qui se sont appliqués également dans cette préparation budgétaire. Et si je peux ajouter, dans un temps record et avec des péripéties qu'on n'attendait pas du point de vue de la trésorerie, puisqu'on a été obligé de prévoir un plan A, un plan B et un plan C, et on a défini en commission, on a vu ces différents plans et on est sur le plan C. Merci. Le point concernant les autorisations de programme et crédits de paiement. Une modification proposée au vote ce soir. Il y a, comme annoncé dans le débat d'orientation budgétaire, on a supprimé les deux des lignes qui figuraient régulièrement sur ces autorisations de programme et crédits de paiement. Un rappel, les autorisations de programme et crédits de paiement, c'est un artifice sur lequel on a le droit d'utiliser pour scinder en opérations pluriannuelles, les opérations qui vont être sur la durée, pas être obligé d'inscrire au départ toute la somme qui ne va pas être consommée, donc qui va traîner dans le budget, et donc ça nous permet d'inscrire chaque année des montants et qu'on peut réviser quand on le souhaite en fonction de l'avancement ou non des projets. Et donc là, pour la salle multifonction et l'école élémentaire, il ne reste plus que des scories. Donc c'est repassé dans le budget général sans tenir compte des autorisations de programme et crédits de paiement. Donc on a supprimé de supprimer ces deux lignes, équipement multifonction, extension école élémentaire. Et il ne reste que la cuisine centrale. La cuisine centrale, le montant de l'autorisation de programme qui est proposé est le même
que celui proposé l'an dernier, puisque il va y avoir des études opérationnelles dans l'année qui vont être réalisées et qui permettront de cadrer plus précisément les dépenses. Et donc c'est à ce moment-là, quand on aura ces résultats, et notamment les coûts de démolition, les coûts de différents autres choses, qu'on pourra recaler l'autorisation des programmes de la cuisine centrale. Et pour rappel, on avait évoqué un montant plus global intégrant des démolitions, des études et des sommes à valoir de l'ordre de 3,3 millions de budget, mais là on va inscrire la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire 2 822 000 euros, répartis entre 2024 et 2028. Merci. Point de précision. Je soumets donc à votre validation et en vous proposant de valider cette modification de la PCP que M. Dumas vient de nous présenter, ainsi que décider la suppression des APCP, équipements multifonctions et extension d'écoles élémentaires. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à ceci? Une opposition. Qui souhaite s'abstenir? 4. Donc nous le validons à la majorité. Le point suivant, note de refacturation des charges de personnel du budget principal au budget du CCAS pour l'année 2026. Alors je vais dire, Monsieur Dumas. comme chaque année, on va avoir ces refacturations de charges de personnel. Alors avant, jusqu'à cette année, on avait du budget principal au budget assainissement et au budget du CCAS. Et cette année, il n'y a plus de budget assainissement, donc il n'y a plus que le budget du CCAS vers lequel on peut refacturer des charges de personnel. Pour rappel, c'est le personnel municipal qui est payé avec le budget principal et qui est refacturé au budget du CCAS, puisque le CCAS, Centre communal d'action sociale, a un budget indépendant. Donc, le mode de refacturation des charges de personnel est inchangé par rapport à 2025 et le suivant. Remboursement par le budget du Centre communal d'action sociale de la masse salariale réelle constatée de l'agent administratif qui en assure le secrétariat en totalité des heures d'intervention effectuées. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal de décider du mode de refacturation des charges de personnel du budget principal au budget du centre communal d'action sociale selon les conditions qui sont précisées dans la délibération, c'est-à-dire en gros au temps réel effectué. Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Une abstention. Merci. Le point suivant porte sur la proposition de subvention 2026 aux associations. Et je passe la parole à Madame Marzin. Vu la délibération du conseil municipal 2017 en date du 29 mars 2017 relative à l'attribution des subventions 2017 à l'association Football Club de la Mézières, vu la délibération du conseil municipal numéro 2018 en date du 18 avril 2018 relative aux subventions d'associations pour les événements anniversaires, vu la délibération du conseil municipal 2023 en date du 22 novembre 2023 relative à l'approbation d'une convention avec l'association Melette à travers les âges, vu la délibération du conseil municipal 2024 en date de 26 juin 2024 relative à la reconduction de la convention de partenariat entre la ville de Melesse et l'association Art et Culture de Melesse, vu la délibération du conseil municipal 2025 en date du 26 mars 2025 relative aux subventions municipales de 2025 aux associations, vu l'avis de la commission vie citoyenne et solidarité en date du 3 février 2026, il a rappelé aux membres du conseil municipal qu'il existe deux types de subventions aux associations. La subvention d'aide au fonctionnement qui participe au fonctionnement global du projet associatif suivant un intérêt à caractère général. Les subventions fléchées ou à projet qui contribuent à la mise en œuvre d'une action spécifique. Donc il est rappelé, vous les avez sous les yeux, il est rappelé les critères d'attribution de la subvention d'aide au fonctionnement pour son calcul, voté en mars 2016.
Et donc, la commission vie citoyenne et solidarité réunie le 3 février 2026 a proposé d'attribuer la valeur monétaire du point à 6,77 € pour l'année 2026, induisant les propositions de subvention d'aide au fonctionnement suivantes, qui sont sous vos yeux à l'écran. Soit un total de 65 653 € pour les subventions d'aide au fonctionnement. Le versement des subventions d'aide au fonctionnement n'interviendra que sur communication par l'association du dossier de demande de subvention transmis par la collectivité dûment rempli, comprenant notamment les statuts de l'association déclarés et régularisés en cas de changement, la liste à jour de la composition du conseil d'administration et du bureau, l'attestation d'assurance annuelle responsabilité civile, dommages et multirisques au nom de l'association, le compte de résultat de l'association daté et signé par le président. Les subventions fléchées ou à projet, donc qui sont sur des demandes spécifiques liées à des manifestations et des projets n'entrant pas dans le fonctionnement ordinaire des associations, auxquelles s'ajoutent des subventions spécifiques. Des subventions spécifiques se rattachant à des conventions établies entre la collectivité et certaines associations, et des subventions spécifiques d'aide à la création et d'anniversaire des décades des associations. Donc elles peuvent prendre différentes formes. La subvention d'un montant de 80 €, c'est pour soutenir la création de l'association, donc valable une fois au dépôt des statuts. Une subvention 80% des coûts d'un agent de sécurité pour les manifestations publiques ayant lieu salle Odette Simoneau en raison de la réglementation. Une subvention à hauteur de 1,10 € par habitant pour soutenir la programmation annuelle des spectacles vivants à destination de tous les Molésiens dans le cadre d'une convention. Une subvention d'aide au fonctionnement d'un projet spécifique. Pardon ? D'aide au financement. D'aide au financement, pardon. D'un projet spécifique. Une subvention anniversaire pour les 10, 20, 30 et 40e anniversaire de l'association pour un montant respectif de 150, 250 €, 350 € et 500 €, d'un montant pour les décades suivantes. Le versement des subventions à projet a lieu une fois que les associations ont fourni les documents justifiant l'usage des sommes inscrites au budget prévisionnel des projets. En raison des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, l'ensemble des subventions à projet seront laissées à l'étude par la nouvelle mandature, à l'exception de 3 engagements antérieurs pris, à savoir l'enveloppe pour l'aide au financement des SIAP qui est calculée sur le réalisé de N-1, le soutien à la programmation culturelle encadrée par la Convention, et l'enveloppe pour soutenir le projet carnaval prévu le 4 avril, dont le versement s'effectue de manière un peu habituelle, hein, enfin c'est pas un peu, c'est de manière habituelle, en 2 échéances, à savoir un acompte de 1 500 € après le vote du budget, enfin le vote de cette délibération, et le reste au regard des factures de l'événement. La commission vie citoyenne et solidarité réunie le 3 février 2026 a proposé les subventions à projet suivantes. Donc le SIAP, l'enveloppe réservée de SIAP donc à hauteur de 1014,40 €. Agriculture pour le soutien à la programmation culturelle liée à la convention, donc 1,10 € par habitant sur la base de 7 653 habitants, donc pour un montant de 8 418 €. Et pour le carnaval de Melesse, 3 000 €, dont 1 500 seront versés après le vote, enfin l'accord de cette délibération. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer la valeur du point à 6,77 €, de voter les subventions des associations mentionnées ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document y afférent. Merci beaucoup. Avez-vous des remarques, questions de complément? Je soumets donc à la validation en vous proposant de valider cette délibération que Madame Marzin nous a présentée. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé?
souhaitent s'abstenir? En vous remerciant. Merci. Le point suivant porte sur proposition d'évolution de tarification applicable aux activités ados. Suite à la demande de la Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine et afin de maintenir la convention de prestation de services ordinaires adolescents qui représente un soutien financier annuel d'environ 6 500 €, nous proposons une mise en conformité de la tarification applicable aux activités relevant de cette convention. Cette tarification repose sur les principes suivants. Le coût réel de l'activité est déterminé à partir de la somme du coût de l'activité et le cas échéant du coût du transport, rapporté au nombre maximal de jeunes pouvant être accueillis sur l'activité. Les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial des familles et une différenciation est opérée entre les familles résidant sur la commune et les familles hors commune. Pour les familles résidant sur la commune, la participation financière donc, est fixée selon 5 niveaux du quotient familial avec des taux de participation allant de 40 à 90% du coût réel de l'activité. Pour les familles hors commune, on a les mêmes 5 niveaux de répartition sur les quotients familiaux, mais avec un taux de participation qui lui varie de 50% à 100% d'activité réelle, ce qui nous permet d'obtenir la proposition de prix tarifaire que vous avez donc dans la note de synthèse. Et donc voilà. Donc, vous proposez au conseil municipal de valider cette évolution de tarification. Et je vous laisse Et d'approuver la grille tarifaire. Voilà. Merci beaucoup. Demande de précision. Je soumets à votre validation. Donc de valider cette évolution tarifaire, d'approuver la grille tarifaire qui est détaillée dans la note que chacun a sur et d'autoriser le maire ou son représentant à signer ce document sur ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant. Proposition de dénomination de salle municipale. Madame Loret. Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L2121-29, L2121-1, L2121-10 et L2131-1, vu l'avis de la Commission culture, patrimoine historique et culturel en date du 18 décembre 2025, considérant que la commune de Melesse est propriétaire des salles municipales concernées, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer la dénomination des équipements communaux, considérant la volonté de la commune de Melesse de modifier la dénomination de certaines salles municipales afin d'harmoniser les appellations et d'actualiser les usages, considérant que cette nouvelle dénomination n'emporte aucune modification de l'affectation ni du fonctionnement des salles concernées, considérant l'intérêt communal qui s'attache à cette décision. Je vous présente donc le rapport suivant. Il est proposé aux membres du conseil municipal de répondre favorablement à la demande préalable des utilisateurs des salles aujourd'hui dénommées ex-tennis de table et ex-judo, situées dans la salle polyvalente rue d'Anguera d'une part, ancienne bibliothèque et ex-centre social situé 2 rue de la Poste d'autre part, afin de déconnecter ces salles de la nature de leur occupation antérieure et désormais déplacée, de faciliter ainsi la communication avec les nouveaux utilisateurs et pour eux-mêmes avec leurs actuels usagers. Il est proposé de retenir pour ce faire un intérêt d'harmonisation et de complémentarité avec l'environnement déjà dénommé, un intérêt d'adéquation avec l'objet de mise à disposition de ces salles pour des activités culturelles ou artistiques, un intérêt également de féminiser les nouvelles dénominations telles que recommandées par le gouvernement. Il est par conséquent proposé aux membres du conseil municipal les dénominations suivantes. Annie Conti pour la salle ancienne. Pardon ? Anita Conti pour la salle ancienne bibliothèque et Jeanne Barrette pour la salle ex-centre social, dénomination faisant lien avec la salle mitoyenne dénommée Christophe Colomb. Françoise Deveau pour la salle ex-judo et Ricardo Montserrat pour la salle ex-tennis de table, dénomination faisant lien avec la salle de spectacle mitoyenne dénommée Odette Simoneau, personnalité molésienne et comédienne. Pour information de l'Assemblée, Jeanne Barrette était exploratrice, botaniste et naturaliste. Elle est décédée en 1807, connue pour être la première femme à avoir fait le tour du monde embarquée à bord de l'expédition de Bougainville, déguisée en homme puisqu'interdite aux femmes. Anita Conti, surnommée la Dame de la Mer, était océanographe et photographe française, exploratrice, écrivaine et journaliste, née en 1899 et décédée en 1997. Françoise Deveau, fondatrice de l'association Fusion Danse Handicap à Melesse, était danseuse et chorégraphe, enseignante en danse classique, moderne jazz et claquette, née en 1961 et décédée en 2012 à Melesse, le 29 novembre comme Odette Simoneau.
Ricardo Montserrat, né en 1954 et décédé en 2020, était un écrivain, scénariste et dramaturge engagé, connu à Melès pour être l'auteur de la pièce Je me suis tue, mise en scène par Jean-Claude Rouault et interprétée par Odette Sémilly. Sans que la réglementation nous y oblige, mais telle que souhaitée par les membres de la commission, les ayants droit de Françoise Devaux, Ricardo Montserrat et Annie Conti ont été consultés pour avis qui est favorable. Merci. Des questionnements? Je me félicite de ce choix. Le 7, je crois. Je soumets donc à la validation du conseil municipal d'approuver ces nouvelles dénominations de salles municipales subvisées que Mme Lerin nous a présentées et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les documents y afférents. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant, renouvellement du bail emphytéotique avec Aiguillon Construction pour les logements de la résidence au 8 rue Noé. C'est Mme Marzin. C'est un bon voyageur que le pas précédent. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'acte contenant prorogation du bail emphytéotique si agrégé, considérant que la ville de Melès n'a pas vocation à reprendre la possession de cet immeuble et en assurer la gestion locative, je vous indique aux membres du conseil municipal que par un acte en date du 27 janvier 1984 et ayant fait l'objet d'un acte complémentaire en date du 20 décembre 1995, la ville de Melès a cédé à la SAHLM Aiguillon Construction par bail emphytéotique pour une durée de 40 ans jusqu'au 27 janvier 2024 la résidence au 8 rue Nominoé comprenant 11 logements, des espaces verts et cheminements cadastrés AH 268 d'une contenance totale de 1000 m² en vue de la réhabilitation de ces logements locatifs sociaux dans le cadre d'une opération d'amélioration de l'habitat ancien. Une convention d'occupation précaire sur les biens subvisés a été établie entre la commune et Aiguillon Construction depuis la fin du bail emphytéotique initial pour une durée allant jusqu'au 28 janvier 2026, prorogée par un avenant jusqu'au 31 mars 2026. La commune et Aiguillon Construction souhaitant continuer ce partenariat en termes d'utilité sociale, accompagnement des locataires, entretien du lien social, partenariat avec le Centre communal d'action sociale pour l'accueil des publics fragiles, proximité de service. Il est proposé d'établir un nouveau bail emphytéotique sur ces 11 logements, tels qu'annexés à la présente, en pièce jointe. Les principales caractéristiques du bail annexé sont les suivantes. La durée du bail est consentie et acceptée pour une durée de 17 années à compter de la date de la signature du bail jusqu'au 1er mars 2043. Entretien et réparation. Aiguillon Construction a obligation pendant toute la durée du bail de maintenir les constructions existantes ou édifiées en bon état d'entretien. Il devra pendant tout le temps du bail effectuer à ses frais et sous sa responsabilité les réparations de toute nature, y compris les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du Code civil et par l'usage, ainsi que le remplacement de tout élément de son aménagement au fur et à mesure que le tout se révélera nécessaire. Destination. Aiguillon Construction, en sa qualité d'organisme HLM, s'engage à affecter l'immeuble à un usage d'habitation et de logements sociaux pendant toute la durée du bail et de toutes ses prorogations éventuelles. À l'issue du bail, si le bailleur n'est pas un organisme HLM, les logements construits par le preneur perdront leur statut de logements sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 411-3 du Code de la construction et de l'habitation et seront alors soumis aux règles régissant les baux des logements privés. Visite des lieux. La commune aura droit de faire visiter la propriété et les constructions par son architecte ou son mandataire une fois par an, après en avoir informé le preneur au plus tard 8 jours avant cette visite.
Construction nouvelle et amélioration. Aiguillon Construction pourra faire au bien toute construction nouvelle à ses frais, à charge pour lui de solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires et notamment de faire toute demande de permis de construire ou toute déclaration de travaux requise par la réglementation en vigueur et de respecter les droits des tiers et notamment des propriétaires riverains. Il sera également tenu, en qualité de maître de l'ouvrage, de souscrire toute assurance de construction et notamment toute assurance dommage ouvrage et assurance de responsabilité. Il profitera du droit d'accession pendant toute la durée du bail, conformément à l'article L 451-10 du Code rural et de la pêche maritime. Il ne pourra opérer aucun changement du bien qui en diminue la valeur. S'il fait des améliorations et des constructions qui augmentent la valeur du bien loué, il ne pourra les détruire ni réclamer à cet égard aucune indemnité. Les constructions nouvelles et améliorations revenant à la commune de plein droit à la fin du bail, quelle qu'en soit la cause, sans indemnité. Pacte de préférence. La commune confère à Aiguillon Construction, qui l'accepte, un droit d'acquisition prioritaire de l'immeuble situé désigné. Le droit de préférence ne pourra être exercé qu'à l'occasion d'une vente et non en cas d'échange, même avec soult, ni en cas d'apport en société de l'immeuble. Le droit de préférence jouera en cas de vente de la totalité ou partie de cet immeuble, comme en cas de vente d'une propriété plus importante appartenant à la commune et comprenant cet immeuble. Redevance. En raison du caractère social des sous-occupations consenties sur le bien, le bail est consenti et accepté à titre gratuit pendant toute sa durée. Il est proposé aux membres du Conseil d'approuver les termes de l'acte contenant le nouveau bail amphithéotique, si annexé, d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer cet acte en fait. Et tout document est-il à ce dossier. Merci beaucoup. Vous demande de précision. Je mets donc à votre validation. En vous invitant donc à approuver les termes de l'acte contenant le nouveau bail amphithéotique et joint la note de synthèse et d'autoriser le maire ou son représentant à signer cet acte sur tout document utile au dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Souhaite s'abstenir? Une abstention. 2 abstentions. C'est qui le deuxième? M. Marvaux, Mme Mestri. Merci. Le point suivant, proposition d'une convention relative à la domanialité et des modalités d'intervention suite à l'aménagement d'un carrefour giratoire et d'une aire de covoiturage au lieu-dit les Olivettes. Vous pensez En commission équipement public, voirie, aménagement rural en date du 5 février 2026, il convient de formaliser les modalités d'intervention et les domaines de responsabilité du département, de la commune et de la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné au niveau du carrefour giratoire des Olivettes. Pour cela, il est proposé de signer une convention avec le département. La convention est jointe en annexe et elle prévoit les différents partenaires pour l'engagement d'entretien. Le département gardant à sa charge d'entretien tout ce qui lui incombe au niveau code de la route, à savoir la bande roulante et les bordures attenantes sur sa propriété. La commune de Melesse récupère l'entretien des espaces verts, des corps de trottoir sur les parties communales, à savoir l'avenue des Tilleuls et ses dépendances, le trottoir du carrefour giratoire côté est, les réseaux pluviales busés et tous les ouvrages hydrauliques associés, et le bassin hydraulique communal des eaux pluviales du lotissement, sachant que à ça a été ajoutée la partie centrale du giratoire, non pas pour la partie sécuritaire et routière, mais pour la partie entretien de l'espace central. La communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné s'engage quant à elle à prendre à sa charge les espaces verts
et accessoires de la voirie du lieu-dit des Olivières, le trottoir du carrefour giratoire côté ouest, les réseaux pluviales busés et hydrauliques associés et l'aire de covoiturage et ses équipements. Nous avons négocié avec le département de prendre à sa charge toute la partie bordure de chaussée qui au départ était prévue sur les propriétés respectives de Molès et de la communauté de communes et qui s'avèrent des éléments de sécurité routière notoires et qui sont donc retournés à la charge du département. La remise de ces ouvrages a eu lieu le 10 octobre 2024 et selon cette convention qui serait signée pour une durée de 3 ans et qui serait ensuite renouvelable par tacite reconduction et dénonçable comme toute convention 2 mois avant la date d'échéance par les parties. Merci. Vous aviez aussi en annexe le plan des différentes propriétés et de qui s'occupe de quoi. Un demande de précision, je soumets donc à votre validation en vous proposant d'approuver cette convention relative à la domanialité et les modalités d'intervention de l'aménagement sur ce carrefour et l'aire de covoiturage que Marie-Éline Massé nous a présenté. Autoriser le maire ou son représentant à signer ce document se rapportant à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Monsieur Marot s'abstient. Donc nous le validons. Pour partager l'information, le conseil communautaire hier soir a également validé la signature de cette convention pour ce qui la concerne. Le point qui suit porte sur le point de commande publique, de concession de services publics. Je vais laisser M. Dumas présenter ce point. Donc c'est un point qui est relatif à l'installation, la maintenance, le nettoyage, l'entretien et l'exploitation de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire et l'autorisation de signer le contrat de concession avec la société JC Deco. Le conseil ne dégaine pas, mais c'est un point qui a été présenté au conseil précédent, mais manquait au dossier les éléments du contrat. Et donc ils sont joints maintenant et je vais représenter ce point. Donc, compte tenu du Code général des collectivités territoriales, du Code de la commande publique, et notamment ces articles L1121-1 et R3114-1 et suivants, la délibération du conseil municipal 2025-0326-051 en date du 26 mars 2025 relative à la division des membres de la commission concession de services publics, vu la délibération du conseil municipal numéro 2025-0625-076 en date du 25 juin 2025 relative à l'approbation du rapport de principe sur les modes de gestion. Je vous présente le rapport suivant. Le conseil municipal du 25 juin 2025 a approuvé le principe et la mise en œuvre d'une procédure de concession de services publics pour la mise à disposition, l'installation, la maintenance et l'entretien de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire sur la commune. 2 candidatures ont été reçues suite à une consultation organisée. Après analyse de ces 2 candidatures, la commission concession réunie le 18 septembre 2025 a émis un avis favorable à l'agrément des 2 candidatures. Les 2 sociétés P.Vedio et JC Deco ont été invitées à remettre une offre le 3 novembre suivant. Seule la société JC Deco a répondu. Son offre a été analysée et une négociation a été menée. La négociation a notamment porté sur la possibilité de mettre en place du mobilier reconditionné plutôt que du neuf, ainsi que sur les échanges de remplacement des abris voyageurs. La proposition qui était faite initialement, c'est d'avoir 3 abris voyageurs remplacés en début de période et puis 2 à étaler sur les 15 ans que doit durer la concession. Et donc ça a été modifié pour dire que 3 vont être réalisés au début de la période et les 2 autres dans les 4 ans qui suivent le début de la période, ce qui sera plus avantageux pour nous et nous permettra d'avoir plus rapidement du matériel de meilleure qualité sur tous nos abris voyageurs. Voilà, la commission concession réunie le 16 décembre dernier s'est à l'unanimité prononcée favorablement
pour l'attribution du contrat de concession à la société JC Deco. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat de concession portant sur la mise à disposition, installation, maintenance, nettoyage, entretien et exploitation de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire avec la société JC Deco, sachant que vous aviez en pièce jointe le contrat de concession, le détail des tarifs assiette recettes, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières, des demandes de précision de compléments, des précisions par la société JC Deco sur ces compléments et des attestations des échanges. Et donc voilà. Merci. On peut passer au vote. Sauf si vous avez des questions. Bien sûr. Je soumets donc à votre validation en vous proposant d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat de concession portant sur la mise à disposition, installation, maintenance, nettoyage, entretien et exploitation de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire de la société JC Deco, tel que M. Dumas nous a représenté synthétiquement l'objet et les fonctions selon les documents que vous aviez annexés à la note de synthèse. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons, donc en vous remerciant. Le point suivant, c'est la parole à Madame Mestri, portant sur l'évolution du régime indemnitaire et la proposition de mise en place d'un IFSE intérimaire. Merci. Lors d'absence pour vacances de poste, pour maladie, pour accident du travail, un agent de la collectivité peut être amené à remplacer de façon temporaire un de ses collègues et à ce titre d'assumer des missions qui ne sont pas ses missions habituelles, voire de prendre des responsabilités qu'il n'avait pas l'habitude de prendre. L'objectif donc de cet IFSE intérim, IFSE indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise intérim, est donc de pouvoir garantir une reconnaissance équitable de l'investissement ponctuel d'un agent lors de cet intérim, et donc de mettre en place cet IFSE. L'IFSE vous est proposé des plafonds d'IFSE par groupe de fonctions, comme nous en avions déjà pu l'évoquer lors de précédentes délibérations. Rappeler que l'IFSE intérim pourra se cumuler avec l'IFSE classique et le CI de l'agent, sans pour autant que ce cumul dépasse le plafond légal du régime indemnitaire. Si jamais ça dépassait, c'est l'IFSE intérim qui jouerait variable d'ajustement pour ne pas dépasser ce plafond. L'agent qui serait amené à exercer des missions d'intérim pour remplacer un collègue absent percevrait cet IFSE intérim dès le premier jour de l'intérim, avec effet rétroactif après un mois effectif si jamais c'était pour des remplacements maintenant. Et pendant toute la durée de l'intérim, sous réserve que l'intérim soit plein et entier. Merci. Demande de précision. Je propose donc au Conseil de valider la mise en place de cette indemnité intérim, qualifiée IFSE intérim, d'autoriser le maire ou en son absence son représentant à signer tout document afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. On arrive au terme de l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. À suivre, vous aviez pour information les décisions diverses prises sur la période du 23 janvier au 12 février liées au marché public et la décision de non-préemption liée au DIA. Et il y a une information à partager avec le conseil. Je vais demander à M. Michel Lauré d'en faire part aux membres du conseil. Oui, avec l'accord de M. le maire, j'informe le conseil municipal suite à la
convention d'entente du service info jeunesse présentée le 17 décembre 2025 au conseil municipal. Et par arrêté du 11 février 2026, le président du conseil général Bretagne a labellisé le service info jeunesse réunissant 5 communes du territoire, Gété, La Chapelle-les-Fougerets, Melès, Vignoc et La Mézières. Voilà. Merci pour ce partage d'informations. Monsieur Dumas, un point d'information également. Je remercie les conseils municipaux de ne pas partir sans avoir signé le budget qu'on vient de voter ensemble. Merci. Les fiches de budget. On va faire tourner. Bien, avant de clore le conseil municipal de ce soir, qui était, tel que je l'ai dit en introduction, le dernier conseil municipal de cette mandature, et pour ce qui me concerne, le dernier conseil municipal depuis 3 mandats, sur Melès. Un mandat qui, rappelons-nous, a commencé dans des conditions, des circonstances particulières avec la crise Covid. C'est pas une raison de casser les verres. Avec la mise en place d'un confinement sitôt les élections de mars 2020 effectuées et un report de l'installation du conseil au mois de juin de mémoire. Ce mandat 2020-2026 a été bien rempli avec réalisation de plusieurs opérations, accueil de nouveaux habitants en nombre et aussi gestion de quelques imprévus. Je ne vais pas reprendre la liste détaillée ce soir, mais je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre implication, le travail effectué sur ces 6 ans au service des habitants de la commune. Tous mes remerciements particuliers à mon équipe d'adjointes et d'adjoints, les conseillers et conseillères, pour leur contribution et leur soutien sur les différents dossiers. Tous mes remerciements également au service, à Madame Ricard, directrice générale des services, et à l'ensemble des agents de la collectivité, pour leur implication et tout le travail effectué pour un service public de qualité au service de toutes et tous. J'ai pris vraiment plaisir à travailler avec vous, à travailler pour la commune sur ces 2 mandats où il m'a été fait confiance en tant que maire. Je ne vais pas projeter les 6 ans à venir, mais je formule le vœu personnel que la commune puisse continuer à se développer de manière harmonieuse et équilibrée au service de l'ensemble de ses habitants, tenant toute sa place au sein de l'intercommunalité du Val-d'Ille-le-Binier et du Pays de Rennes. Je vous remercie à nouveau, toutes et tous. Merci. Bien. Comment ? Je peux clore la séance.